Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes samedi 23 novembre 2024. Je suis avec mes traditionnels invités à ma droite, Iboussi. Iboussi, bonjour. Moussa, comment ça va? Oui, ça va très bien. Il y a la forme? Oui, on est en forme. Bonjour à toi, bonjour à Lamine. Par la grâce de Dieu. Et Lamine, à ma gauche, j'ai Lamine Sibi. Lamine Sibi, ça va? Oui, ça va, Moussa. Merci. Bonjour à vous. Bonjour à tous et toutes celles aussi qui nous regardent. Sans oublier la partie technique assurée aujourd'hui par Modibo Koulibaly Benito. Benito, oui, merci bien. Nous vous demandons un maximum de partage afin que cette information puisse toucher des milliers de personnes, voire même des millions de personnes, parce qu'il en a ainsi, nous avons besoin, surtout les habitants du pays de l'AES. Alors, nous avons trois thématiques. La première thématique, la HAC, l'autorité de régulation au Mali décide de retirer la licence à Djoliba TV et News ici au Mali. Alors, en ce qui concerne aussi la deuxième thématique, ça concerne bientôt un document de voyage et une carte biométrique commune pour les pays de l'AES. Et nous allons terminer par l'installation d'un premier ministre et un nouveau gouvernement cette semaine ici au Mali. Je vais commencer par Iboussi. Iboussi, la HAC décide de retirer la licence à Djoliba TV News. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà sur les réseaux, nous voyons voilà, des réactions. Oui, c'est vrai que c'est bien de rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Dernièrement, on a vu que suite à la plainte du Burkina Faso, du Conseil supérieur de la communication, justement, qui se sont plaints d'une émission de Djoliba TV News. Oui. Ils ont estimé qu'on leur a manqué de respect à l'État burkinabé. Et c'est suite à ça ils se sont plaints au niveau de la HAC, de la Haute Autorité de la Communication, qui est l'équivalent du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. Et suite à cela, on a vu que la HAC a interpellé Djoliba TV News, les responsables et les journalistes en question qui animaient l'émission. Oui. Et après, on a appris, la nouvelle est tombée hier. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu le communiqué de la HAC, de la Haute Autorité de la Communication. Oui. On ne sait pas quelle est la motivation exactement. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris que la licence a été retirée. Et là, c'est un coup très dur. C'est un coup très dur parce que lorsque vous êtes une télévision qui a quelques années d'existence et que vous avez beaucoup d'employés, le retrait de la licence, ça veut dire que c'est l'arrêt de l'activité. Ça veut dire que votre activité, vous l'arrêtez, vous fermez la porte carrément, quoi. Et si vous fermez, ça va être chaud, ça va être dur. Mais j'ai entre-temps appris aussi qu'ils ont la possibilité de faire appel au niveau de la Cour suprême. Évidemment, 3 jours. Parce que les autorités telles que la HAC, la Autorité de la Communication, ou telles que la MRTP, ce sont les autorités. Quand ces autorités prennent des décisions, on peut faire appel devant la Cour suprême. Alors, ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. Peut-être que la Cour suprême va simplement ordonner c'est-à-dire va leur dire de faire marche arrière, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, je pense que c'est ça, parce que dès l'instant qu'on dit qu'on peut faire appel devant la Cour suprême, c'est-à-dire que la Cour suprême peut remettre les choses, peut rebattre encore les cartes et leur donner une chance. Mais en tout cas, c'était un coup extrêmement dur. Un coup extrêmement dur, cela va me permettre de me tourner vers Lamine. Lamine, nous savons qu'à la veille de cette séance d'écoute qui a été initiée par la Haute Autorité de la Communication, nous avons vu que les fêtières de presse ont fait des communiqués, notamment en commençant par le groupement patronal qui mettait en garde la Haute Autorité de la Communication de garantir la liberté d'expression. La Maison de la Presse aussi a emboîté les pas, et l'Union des journalistes et reporters du Mali. Et cela n'a pas empêché de prendre cette décision, Lamine. D'abord, déjà, la procédure qu'a suivi la HAC, je ne dirais pas que je maîtrise plus que... Je respecte beaucoup leur intelligence aussi. Mais moi, je pense que depuis le début de la procédure, moi, j'ai pensé que la procédure a été un peu biaisée. Biaisée, d'abord, sur le seul fait que... D'abord, sur quelle base le Conseil supérieur de la communication du Burkina peut saisir la HAC au niveau du Mali? Quel est le texte qui lie ces deux structures-là?
Ok, peut-être nous sommes dans l'AES. Quel est le texte de l'AES qui prévoit que dans les pays de l'AES, il y a une base communicante qui existe? C'est-à-dire du genre, les textes au Burkina, les textes au Mali, les textes au Niger sont homologués. Là, c'est une autre question de ma part. Maintenant, ce qui concerne les communiqués des différentes fêtières, je pense que c'est bien déjà parce que chacune de ces fêtières a appelé au respect et a en quelque sorte dénoncé la procédure de la HAC. Malgré que ceux qui sont aujourd'hui dans la structure, ceux qui font marcher la HAC sont des communicants, il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas des communicants, des juristes, ils ont été choisis comme ça se devait. Mais maintenant, ce retrait-là, moi, ça m'a vraiment choqué. J'ai été vraiment très très ébahi. C'est nos confrères. Oui, parce que ça m'a rappelé les histoires, bon, pas que seulement que c'est nos confrères, si je ne travaillais pas dans les médias, j'allais avoir aussi la même réflexion. Ça me rappelle un peu les années, comme l'histoire le raconte, les années de la fin du régime de Moussa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé parce que les gens ont commencé à avoir de la voix, les voix commençaient à monter, les gens critiquaient beaucoup plus le pouvoir. Et en ce moment, Moussa Traoré et son gouvernement ont pensé que réellement la seule solution, c'est de pouvoir faire taire les gens. Et faire taire les gens en faisant quoi? En réduisant au maximum les canaux de communication des gens. Les journaux qui existaient, ils étaient sous pression, ceux qui avaient les porteurs d'opinion étaient vraiment oppressés. C'est-à-dire certains étaient en prison, certains menacés, d'autres ont fui. Et aujourd'hui, à peu près, nous assistons à la même chose. Donc vous pensez que voilà, actuellement, nous sommes en train d'aller vers la muselation de la presse dans les pays de l'AES, en général au Mali en particulier? La presse a décidé de s'auto-censurer. Si je m'en tiens, un jour, sur ORTM, il y a le président de la HAC qui a dit qu'à l'état où nous sommes, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de presse. Ça, c'est le régulateur qui l'a dit. C'était à l'ORTM. Même la maison de la presse, le président de la maison, qui font un traitement patriotique de l'information. Oui, le traitement patriotique, ça n'existe dans aucune école de journalisme. Je respecte beaucoup Banjou Dante, mais il n'y a pas de traitement patriotique. Mais les sociétés évoluent et ça évolue en fonction des contextes. Certainement, dans le contexte où le Mali se trouve actuellement, les pays de l'AES, nous sommes confrontés par une crise sans précédent où nous faisons face aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et tous les jours, ils se battent. Est-ce que ce n'est pas un peu ça? Il y a certaines questions ou bien certaines informations qui peuvent être assez sensibles. Et d'où le président de la maison de la presse a amené aux gens de faire des traitements patriotiques, de penser plus à la patrie. Certainement, c'est ce qu'il lui m'aurait dit. Par exemple, quel est ce traitement de l'information qui n'est pas patriotique? Par exemple, le fait de dénoncer des violations des textes à tous les niveaux, c'est ce qui pourrait être assimilé à des traitements non patriotique de l'information. Ça, je le répète, le traitement de l'information, c'est le traitement de l'information. Maintenant, chacun peut décider selon la ligne éditoriale, ou bien selon moi-même ma conscience, je peux me dire que bon, cette information, je vais la garder pour moi, ou bien cette information fera plus de mal que de bien. Mais ça, c'est une question de conscience, mais ce n'est pas une question du genre de traitement patriotique ou bien autre chose. Mais maintenant, Moussa, là où nous sommes, peut-être juste, je vais repasser là. En 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui arrive à Djoloba TV aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça nous ramène beaucoup trop en arrière. Et si nous ne faisons pas attention, l'histoire finira par donner raison à ceux qui ont dit au début de cette transition que nous allons revivre l'ère Moussa Traoré sous une autre forme. Ok. Iboussi, nous voyons que ces fêtières de la presse malienne, notamment la maison de la presse, a fait allusion à une publication d'un journal au Burkina Faso, l'Observateur Palga, qui parlait un peu voilà, de la nomination de nos généraux, comme si c'est une sorte de moquerie. Pensez-vous réellement que c'est deux poids deux mesures? Parce que c'est en quelque sorte, que la maison de la presse est en train de rappeler à le régulateur burkinabé que si vous voyez du mal chez nous, il y a du mal aussi chez vous. Bon, oui, Moussa, en fait, moi je suis citoyen des deux pays. Oui. Je suis malien et burkinabé. Et lorsque des gens de la presse se cachent derrière la casquette ou bien la couverture de la presse pour attaquer le Mali, ça me fait mal. Voilà. Quand quelqu'un se cache sous la casquette de journaliste aussi pour attaquer le Burkina Faso, ça me fait mal. Ça me fait mal. Pensez-vous réellement du fait de donner son opinion tout en respectant les textes? Est-ce que c'est une manière pour vous? C'est-à-dire, aujourd'hui,
la limite entre donner son opinion et manquer de respect à quelqu'un, elle est très mince. L'écart est très mince. Expliquez-vous un peu. Elle est très mince. Ça veut dire que l'écart n'est pas grand. Des gens peuvent te manquer de respect et puis dire « Oh non, mais c'est la liberté d'expression, je donne mon opinion et puis c'est tout. » C'est vrai que dans certains pays, ça se fait. Par exemple, aux États-Unis, le président des États-Unis, tu peux sortir et puis insulter son père, et puis il n'y a rien. Mais les pays, ça varie. Ça varie. Il y a, en fonction des pays, ça change. Les choses changent en fonction des pays. C'est pour ça que moi, je dis très souvent que la liberté d'expression, la liberté d'opinion et tout ceci, ou bien les droits de l'homme et tout ceci, en fait, pour moi, c'est des concepts qui sont à géométrie variable. Ça évolue en fonction des dirigeants du pays. Et des réalités du moment. Bon, des dirigeants du pays, oui, c'est vrai aussi. Il y a aussi les réalités du moment. Par exemple, quand un pays est en guerre, etc., attends, les gens, ils ne vont pas t'écouter. Hein. Ils ne vont pas t'écouter. Ils vont passer par là où ils doivent passer. On a vu des pays occidentaux ici qui disent qu'ils sont civilisés, ils comprennent les choses, c'est les pays de droits de l'homme. Mais tu te rends compte que Sarkozy l'a dit, que l'Europe a été le continent le plus barbare qui puisse exister. De l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça. Parce que ce sont des barbares, effectivement. Ils ne laissent pas les gens parler comme ils veulent, sauf ceux qui veulent laisser parler. Donc on se rend compte, ils ferment des médias quand ils veulent chez eux, ils les ouvrent quand ils veulent, etc. Chez eux, ils le font, chez nous, ça se fait un peu partout. C'est pour ça que j'ai dit que c'est à géométrie variable. C'est en fonction, si on peut le dire comme ça, de l'humeur des dirigeants du pays. En fait, quand, par exemple, dans un pays, on tombe sur des gens qui vont accepter. On a vu Ibeka ici, hein, qui lisait tout. Tout ce qu'on voulait, on pouvait dire sur le président Ibeka. Tout ce qu'on voulait, tu disais tout ce qu'Ibeka, il disait rien. Tu vois. Mais voilà, il y a des dirigeants qui viennent, il y a des choses qu'ils n'acceptaient pas. Mais Lamine parle des textes, qu'il n'y a aucun texte de l'AIS qui régit l'espace. Oui, tu sais que les textes, tout ça, là, c'est l'homme qui fait les textes. Hein. On parle des textes, les textes. C'est l'homme qui fait les textes. Les textes sont... Donc, vous aimeriez qu'on fait fi de cela ou dans cette affaire? En fait, pour moi, c'est... Quand tu veux te baser sur les textes, pour moi, c'est des chimères. C'est des rêves, se baser sur un texte. Ah bon? Ah oui. Non, mais tout le monde le sait. C'est-à-dire, dans le monde dans lequel nous vivons, les textes, c'est des rêves. On a vu dans beaucoup de pays du monde où il y a des textes, mais on fait ce qu'on veut. Il faut prendre l'ONU. L'ONU est dirigée par les textes. Mais est-ce que l'ONU, les textes sont respectés comme il le faut? Non. Il faut prendre toutes les grandes organisations du monde, la Cour pénale internationale. On arrête les présidents africains, mais les présidents européens, on ne les arrête pas. George Bush, il est chez lui tranquillement, mais pourtant, il est parti casser l'Irak. Donc, c'est-à-dire, les textes dans le monde, là, moi, ça me fait un petit peu rire quand on veut trop s'accrocher aux textes. C'est vrai, c'est bien, ça permet de mettre de l'ordre, mais arrivé à un certain niveau, les textes, ça ne compte plus. C'est la volonté des dirigeants qui s'applique. Alors donc, vous rejoignez un peu les propos à l'époque de Maître Konaré, un éminent avocat de ce pays qui dit que la réalité du moment, c'est les armes. Ah bah oui, mais écoute, mais c'est ça. C'est-à-dire, les Européens, aujourd'hui, pourquoi il y a la guerre en Europe? Pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Parce qu'ils sont tombés d'accord. C'est vrai, il n'y a peut-être pas de papier, mais entre eux, ils sont tombés d'accord que bon, l'OTAN ne va pas grandir, évoluer, et faire son expansionisme jusqu'aux frontières de la Russie. Ils sont tombés d'accord sur ça. Après, l'OTAN, il grandit, les Américains, ils s'en fichent de ça. Ils grandissent, ils viennent, ils veulent entourer la Russie. Et s'ils ont l'occasion, ils vont prendre la Russie. Hein? Les Américains, leur loi, là, quoi, qu'on dit d'extraterritorialité. Les Américains, tout ce que tu achètes chez eux, ou bien toute chose que tu vas acheter, s'il y a une pièce seulement, juste une petite pièce qui appartient aux États-Unis, leur loi peut s'appliquer sur toi. Hein? Et c'est ce qui fait que les Américains, ils font leur loi partout. Ils ferment les usines en France, ils ferment tout en Europe. En fait, c'est un peu, comme Sarkozy l'a dit, c'est la barbarie. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai, à mon avis, la manière dont l'observateur Palga a manqué de respect aux généraux maliens, parce que quand tu dis que dans ces pays, il y a les généraux qui poussent comme des champignons, ou bien, je sais pas, qui pleuvent, pour moi, c'était un manquement grave de respect à l'endroit des généraux maliens. Les généraux maliens ne les connaissent pas. S'ils veulent manquer de respect aux autorités burkinabées, ils n'ont qu'à le faire. Il ne faut pas qu'ils exportent leur manquement de respect aux autorités maliennes. Mais, voilà. Le champ est ouvert. Nous sommes dans la mondialisation. Oui, mais le champ n'est pas ouvert. L'information, elle est mondiale. Ça, c'est pas l'information. Ça, c'est le manquement de respect. Il faut savoir faire la différence entre manquer de respect à quelqu'un, ironiser quelqu'un, se foutre de quelqu'un, c'est ça que, je ne vais pas dire le mot, se foutre de quelqu'un. Il faut savoir faire la différence entre ça et puis donner une information à quelqu'un. Alors, autant, à mon avis, ici au Mali, on pouvait aussi saisir
le Conseil supérieur de la communication contre l'observateur Palga et leur dire non, attendez, mais... Même s'il n'y a pas de texte? Mais non, je te dis que les textes, il faut mettre ça de côté. Moussa, tant que tu vas te caler au texte, tu ne vas pas pouvoir avancer. Mais parce que Lamine l'a dit, raison pour laquelle... Il y a les textes, mais il y a la réalité des choses aussi qui sont là. Et qui font que des fois, voilà, qu'il y ait les textes ou pas, ce qu'on veut faire, on le fait parce que c'est ça. Donc, de la manière dont on doit saisir ce conseil aussi, l'autre aussi a saisi... Je vous reviens. Lamine, pensez-vous réellement que dans ce flot des choses, la presse malienne fera tel poids face à cette décision, puisque nous voyons qu'il y a une vague de soutien à Djoliba, les hommes des médias à travers les réseaux, nous voyons que tout est à Djoliba un peu partout soutien, même les hommes politiques, Moussa Mara aussi, nous avons vu aussi sa sortie. Et pensez-vous réellement que cela fera le poids? Souvent les difficultés font que les hommes parviennent à se réunir autour de l'essentiel. C'est défendre la corporation, défendre la corporation, bec les oncles, je ne dirais pas comme ça, parce que ça c'est à tout champ. Donc je ne sais pas, c'est comme ça que je dirais, mais quand même les difficultés font que les hommes parviennent à se réunir. Parce que quand vous essayez de voir le paysage médiatique au Mali ces dernières 4 années, c'est-à-dire je veux dire les 4 ans sous la transition, la presse n'a jamais été aussi malmenée, aussi persécutée que ces 4 années. De 91 à maintenant. Et pourtant, Bandjougou l'avait dit à ses déclarations, à ces jours, qu'il n'y a aucun journaliste qui a été enfermé. Il a tout le temps dit, Bandjougou Dante. Oui, mais il y a quelques gens. En général, les gens qu'on enferme, c'est les vidéomans qu'on appelle les web activistes, les youtubeurs, les tiktokers en général. Mais il a fait savoir, c'est tous les toits qui... Bon, je ne veux pas en réalité concentrer mes propos sur Bandjougou. Parce que là, je n'aimerais pas parler... Parce qu'il est le président de la mère des fêtières, la maison de la presse. Je le sais, la maison de la presse n'a jamais été aussi faible que sous Bandjougou. Bon, j'aimerais pas... n'a jamais été aussi faible que sous Bandjougou. Aujourd'hui, Moussa, vous êtes journaliste. Vous travaillez dans le média. Dites-moi, quel est le média aujourd'hui qui n'a pas la paire au ventre quand il décide de traiter une information? Il n'y en a pas. Mais chacun réfléchit à 3 fois, à 10 fois, à 1000 fois. Pour pouvoir trouver les mots justes. Mais Ibou a dit qu'il y a le contexte de la guerre. Il y a cette communication de crise dont on en parle. J'ai dit communication de crise, il s'agit du gouvernement. Il s'agit, par exemple, s'il y a InfoSource, il y a un problème, on décide de mener une communication de crise. Maintenant, si à Boulkassoumbougou, il y a un problème, nous, on a quoi à voir dans ça? Nous, notre soutien, ce n'est pas Boulkassoumbougou. Donc, dans ce cas, on enlève la liberté de la presse et on va mettre autre chose. La volonté des régimes en place. Et en ce moment, tout le monde sera obligé, si le porte-parole du gouvernement ou bien quelqu'un des structures gouvernementales, sort pour dire quelque chose, on va tous reprendre la même chose. Même si vous essayez de voir aujourd'hui ce que les médias écrivent, c'est à peu près la même chose. Le même contenu? Presque. Sauf les quelques-unes organisations qui se démarrent, dont Djoliba TV, qui dérangent aujourd'hui, qui est devenu une épine sous les pieds de la transition. Mais vous pensez que, par exemple, faites des déclarations, des affirmations sans pourtant avoir des preuves palpables, cela ne peut pas amener, par exemple, les 5 milliards. Voilà. Oui, mais quelle déclaration Djoliba a fait pour dire ça? Non, c'est par le système d'information, c'est par le canal de Djoliba Assi que Kaoudim a laissé entendre que voilà, ce n'est qu'un montage, ce n'est qu'un film, donc ce n'est même pas réel. Certainement, ils ont Vous venez de m'inviter tout de suite sur le plateau. Je suis un invité. Donc, je dois dire que voilà, il y a la communication de la crise, il y a un traitement patriotique. Je dois être d'accord avec ça. Je ne peux pas avoir... Mais affirmer quelque chose sans pourtant avoir la preuve, vous pensez... Oui, mais est-ce que pour les 5 milliards, qui a déboursé les 5 milliards? Ça, c'est la première question. À qui les 5 milliards ont été donnés? Ça, c'est la deuxième question. Quelle a été leur sanction? Ça, c'est la troisième question. Mais... Qui est le commanditaire de tous ces cirques-là? Et qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence? Mais ils ont dit que les enquêtes ont été... Non, mais si les enquêtes sont en cours, ça veut dire que rien n'est établi d'abord. Les enquêtes vont prouver maintenant d'où viennent les 5 milliards, d'où vient telle chose, qui a commandité. Les autorités burkinabées ont eu les premiers indices. Ce n'est pas parce que les autorités burkinabées ont dit qu'on prend ça pour l'argent comptant. On peut avoir droit au bénéfice du doute. On peut douter de l'information qui a été donnée. Sans pour autant contredire de façon à 1000%. Kaoudim, il est en prison, il attend son jugement.
Là, je ne vais pas parler sur ce dossier, même si je sais qu'il y a plus d'instructions, parce que les chefs d'inculpation sont connus. Il attend seulement les jours de son jugement. Okay. Mais j'ai posé des questions que tout bon journaliste se poserait. Même aujourd'hui, si tout de suite les autorités maliennes sortent pour dire que on a attrapé ça. Mais les bons journalistes, tu te poses des questions, tu ne peux pas venir, toi tu n'as pas les éléments pour dire que qui a commandité, qui a donné les 5 milliards. Donc en tant que journaliste, tu ne peux pas venir répéter la même chose qui a été dite par n'importe quel, que ce soit de l'AES ou d'autres autorités. Alors, rapidement, les fêtières de la presse doivent se réunir sur cette affaire. De quoi peut-on s'attendre? Parce que déjà, en amont, elles ont eu à faire des communiqués pour mettre en garde voilà, la haute autorité de communication, l'autorité de régulation ici, des médias ici au Mali. Il faut juste, dans ma tête, j'essaie juste d'imaginer le scénario que les fêtières vont condamner cette décision à l'unanimité. À l'unanimité. Je le dis parce qu'à travers les différentes... D'abord, toute décision doit s'appuyer sur un texte. Même si, contrairement à Ibou qui pense que peut-être à un moment donné, les textes ne valent rien, moi je tiens au texte. Parce que même le fait que je viens m'asseoir ici, j'ai la paire au ventre, mais pourquoi j'essaie de pouvoir dominer cette paire? Parce que je me dis, certes, c'est que tout ce que je vais dire, je vais penser à ce que les textes me donnent comme limite, fixent comme limite plutôt. Donc maintenant, je pense que c'est ce qui doit être fait aujourd'hui. Et quand on essaie de voir Bandjougou, quand Djoliba a été convoqué au niveau de la HAC, Bandjougou a dit que lui, il attend, c'est-à-dire quand il dit lui, c'est la maison de la presse, attend à ce que la décision qui va être rendue par le régulateur soit conforme au texte ou pas. Donc en ce moment, on peut pouvoir se lever pour prendre une décision. Mais maintenant, ce que la HAC a fait, on retire comme c'est partout. Maintenant, quelle est la motivation? Parce que moi, je suis allé voir sur le site officiel de la HAC. Et je n'ai pas vu de communiqué. Alors que pour TV5, c'était rapidos. Et déjà, que du moment où tu dis, bon, c'est fait, normalement, ça devait être motivé. Donc, le peuple avait besoin, vu que le régulateur travaille au nom et au compte du peuple. Bon, certainement, c'est en cours parce que nous avons appris qu'ils ont, voilà, la HAC a notifié, voilà, une note d'information à la chaîne concernée. Certainement, plus tard, la HAC va faire sortir, donc son communiqué. Dois-je comprendre par là, peut-être que la HAC n'avait pas motivé la notification? Si Djoliba l'avait, ça allait être sur les réseaux depuis. Bon, maintenant, on a besoin de quel article, de quelle disposition, que ce soit de la convention, que ce soit les textes en vigueur. Il y a une disposition qui est là. Non, ça, c'est pas une disposition. Non, lui, il parle de la décision de la HAC. De la HAC? Il parle de la décision de la HAC. C'est-à-dire, quand on parle de la convention, il s'agit de quelle disposition de la convention? Il s'agit de quelle disposition des textes en vigueur? Oui, mais moi, je crois qu'on va trop vite. Hein, voilà. La HAC, c'est sûr qu'elle va faire sortir son communiqué. Mais je crois qu'on va trop vite. À mon avis, la HAC... Mais pour TV5, c'était motivé. Quand c'est sorti. Oui, mais ils ne sont pas obligés de le faire tous les jours. Ils ne sont pas obligés de le faire le jour au lendemain. Ils peuvent prendre leur temps. Mais pour les autres, ça a été fait. Bah oui, mais ils sont pas Il y avait des textes. Il y avait des dispositions. Oui, mais ils sont pas et maintenant, s'ils sont en retard, est-ce qu'il faudrait... Mais non, ils ne sont pas en retard. Ils font... C'est-à-dire, c'est une autorité. Mettons un terme à cette thématique. Nous allons... on leur a donné le papier aujourd'hui. RFI, on l'a fait en 2 jours, 3 jours. L'autre chose... Non, il faut leur donner le temps qu'il faut. C'est bien compris, c'est bien compris. Nous allons passer à la deuxième thématique qui concerne un voyage, un document de voyage et 30 secondes pour répondre. Juste, il y a une partie qui est importante. Moi, à mon avis, il faut qu'on parle de cela. Oui. Djoliba a la possibilité d'aller à la Cour suprême. Vous l'avez dit oui, au début. Voilà, moi j'aimerais bien entendre Lamine là-dessus, puisque quand même c'est un homme de droit. Alors finalement, comment ça peut se passer à la Cour suprême? Est-ce qu'il y a des chances que la décision soit puisse être remise en cause? C'est possible. Comme c'est possible aussi que la Cour suprême peut décider aussi de valider ce que la HAC a dit. Parce que quand on vous donne 3 jours... quoi. Hein? Entériner sa décision. Entériner la décision, oui. Infirmer, ça va dépendre maintenant de la motivation de tout un chacun. Par exemple, les questions que j'ai posées, quelle disposition de la convention, quelle disposition des textes en vigueur ont été ou bien a été violée pour que Djoliba puisse être fermé. Maintenant, c'est les mêmes questions qui vont être reposées au niveau de la Cour suprême. Parce que Moussa, moi, il y a une question que je me pose, c'est combien de chances ils ont? Est-ce que, par exemple, ils ont la possibilité d'aller devant la Cour de justice africaine ou bien un truc comme ça? Voilà, évoluer en fonction. Là, je ne connais pas les textes sur la matière. Au niveau, après, juste au niveau de la HAC,
je pense que le débat Le débat est clos, quoi. Le débat au niveau de la Cour suprême, plutôt. Le débat est clos pour cette affaire. Oui. Oh, ok. Alors, Ibou, nous allons passer à la thématique, et Lamine, à la thématique suivante, en ce qui concerne les pays de l'AES et les ministres de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure, se sont réunis cette semaine. Un document de voyage et une carte biométrique commun pour les pays de l'AES. Commun, voilà, un document de voyage et une carte biométrique commun pour les pays de l'AES. Ibou, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en savez? Bon, en fait, ce que moi je sais sur ça, c'est que déjà, les chefs d'État de l'AES, les différents présidents s'étaient réunis. À un moment donné, ils avaient dit, bon, il nous faut un passeport, il nous faut une carte d'identité. Et voilà, ils avaient décidé cela. Mais dans la foulée, nous avons vu que le Burkina a fait sortir son passeport. Voilà, exactement. À l'époque même, moi, j'avais même fait une émission pour dire que, bon, je pense qu'ils ont été un peu trop rapides et tout ça. Il fallait attendre les autres. Mais les Burkinabés, bon, ils savaient ce qu'ils faisaient apparemment. Ils ont fait leur passeport. Bon, maintenant, ce que moi je retiens, c'est que les ministres maintenant se sont réunis à Bamako ici. Avant que les ministres ne se réunissent à Bamako, ce sont les experts qui se sont réunis, les techniciens. Le 2 et le 3 octobre. Voilà. Novembre, voilà. Ce sont les techniciens qui ont quand même essayé de voir comment est-ce que dans l'AES, les 3 pays-là pouvaient avoir la même carte d'identité et le même passeport. Et quand ils ont fini de travailler, les ministres sont venus maintenant en charge de la sécurité. Ils sont venus et puis ils se sont réunis. Ils ont validé déjà ce document qui a été fait par les techniciens, mais ce n'est pas fini. Parce que ce que j'ai appris, il faut que maintenant ils aillent vers les présidents, vers les chefs d'État, qui vont valider à leur niveau. Et une fois qu'ils valident seulement, l'autre jour même, j'entendais que le président Goïta avait ordonné d'aller vite, quoi, pour que les habitants de l'AES puissent avoir très rapidement ces papiers-là. Mais les informations que j'ai eues aussi, à travers le ministre de la Sécurité du Niger, il disait que, bon, puisque le Burkina déjà a un passeport qui est déjà bien fait, et ils disent que, bon, ils veulent prendre ce passeport comme modèle pour tout l'AES. Voilà. Et ils ont dit que la carte d'identité biométrique malienne, bien que c'est difficile de l'avoir, ils ont dit que ce modèle aussi, ils ont bien aimé ce modèle-là, ils disent qu'ils veulent que tous les pays de l'AES puissent avoir cela. Alors, donc, j'imagine que, en principe, on devrait avoir une carte d'identité, un passeport où c'est marqué dessus Confédération des États des États du Sahel, pays de l'AES, Burkina, voilà, mais Burkina, Confédération des États du Sahel Mali, Confédération des États du Sahel Niger, voilà, pour différencier les différents pays. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est bien parce que il faut y aller vite. Au mois de janvier, on n'est plus dans la CEDEAO et il faut bien que les gens voyagent. Et comment on va faire si on n'a pas de pièces? Voilà. Mais maintenant, moi, le problème aussi que j'ai, Moussa, très rapidement et pour sortir, c'est que, bon, voilà, aujourd'hui au Mali aussi, il faut le dire. Ce serait dommage de ne pas le dire, que c'est difficile, extrêmement difficile, voire même impossible pour certaines personnes d'obtenir une carte d'identité. C'est difficile, extrêmement difficile, c'est difficile. Et j'ose espérer qu'avec cette nouvelle mesure qui va être prise, je pense que j'ose espérer, je souhaite quand même que les gens puissent avoir des cartes d'identité et puis des passeports très rapidement. Surtout que janvier, c'est quasiment arrivé. Je ne sais pas c'est le 25 janvier. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir livrer ces documents de voyage et ces cartes d'identité à si peu de temps. Voilà, très rapidement, en si peu de temps, à autant de gens, quoi. Ok. C'est ça mon inquiétude. Lamina, vous êtes un peu sceptique par rapport au démarrage voilà, des activités ou bien sinon des actions posées par les pays de l'AES. Vous pensez que ça c'est un gros coup par rapport à la mise en place de ces actions, le fait que voilà, dans un premier temps les experts se sont réunis et ensuite voilà, les ministres de la sécurité intérieure sont venus valider. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela va faciliter voilà, le mouvement de va-et-vient des personnes et leurs biens? Bon, d'abord, comme on a l'habitude de le dire, on juge un mensonge seulement qu'au pied du mur. Donc moi, j'attends à ce que la faisabilité de ces différentes décisions prises, des décisions déjà qui sont, à mon avis, bien, parce que tant que les gens se réunissent et puis décident de faire quelque chose, c'est déjà bien, mais j'attends la réalisation. Comment? La réalisation dans ce cas-là, par exemple, lorsque le Burkina a fait sortir son passeport, on a fait une émission ici, j'ai dit que peut-être par la suite, sûrement, les États des pays de l'Est pourraient prendre l'exemple sur le passeport burkinabé. Maintenant, la faisabilité, ça va être quoi? Il faut un nouveau contrat entre la société qui est en charge de la fabrication des passeports biométriques du Burkina avec le Niger et avec aussi le Mali. Parce que pour le moment, les 3 pays ne peuvent pas décider de
faire un contrat avec n'importe quelle société jusqu'à nos jours. Parce que d'abord, une chose est de se mettre ensemble, une chose est aussi de se battre pour sa reconnaissance au niveau de l'échiquier international. Comment? L'AES, nous avons décidé de nous mettre ensemble, qu'on s'appelle AES, nous sommes dans une confédération. Mais est-ce que cette confédération, elle est reconnue partout? C'est ça la grande question d'abord. Par exemple, quand vous prenez la CEDEAO, elle est reconnue. Quand vous prenez d'autres organisations, d'autres structures, d'autres regroupements, elles sont reconnues quelque part dans le monde. Mais maintenant, pour nous, il y a cet aspect-là qui sera là aussi. Donc, la reconnaissance internationale? La reconnaissance, c'est très important. Alors, comment les pays de l'AES doivent-ils faire pour être reconnus et faire le poids surtout à travers ces documents de voyage et la carte biométrique aussi à travers le monde? Bon, comme jusque là, pour le moment, je pense que les pays ont décidé de mettre un peu bas la terre. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas aux autres. Comme avant, ça se faisait, il y a au moins une réduction sur ce plan-là. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut aller... S'attaquer aux autres, je pense qu'ils s'attaquent plus à la France et certains... France et les autres. Oui. Voilà. Okay. Voilà. C'était même pas que la France seulement. Quelque part, il y a les États-Unis qui ont eu leur part. D'autre part aussi, il y a l'Allemagne, d'autres pays aussi qui ont eu leur part aussi, leur dose d'attaque. Maintenant, il faudrait aller vers plus de diplomatie. Il faut changer cette diplomatie de rigueur. Il faut aller vers... Vous trouvez cette diplomatie? Oui, je trouve... rigoureuse? Je trouve que c'est rigoureuse parce que ça a apporté quoi pendant les 4 ans au Mali, ça a apporté quoi pendant les 3 ans au Burkina, ça a apporté quoi pendant les 2 ans et quelques au niveau du Niger. Mais Lamine, mais cela a permis par exemple le départ des troupes étrangères sur notre sol. Parce qu'Abdoulaye Diop a si bien négocié au niveau des Nations Unies à travers les déclarations. Ça a permis aussi de sceller d'autres alliances afin que le Mali puisse se doter des armes. Vous voulez qu'on revienne sur ce point? Vous voulez non, je pose la question parce que il y a certains internautes. Si vous posez cette question, effectivement, la France, elle est partie, l'aménagement, elle est partie, Barkhane, tout le monde est parti. Mais l'objectif de leur départ, c'était quoi? C'était que les sangs s'arrêtent de couler. C'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, est-ce que les sangs ne coulent pas au Mali? Il faut demander à ceux qui sont à Badjangara. Avant que ces troupes-là ne partent aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, ceux qui ont leurs parents là-bas, ceux qui vivent là-bas, c'est leur témoignage qui compte plus que ce que vous et moi pensions, ou bien peut-être essayons d'imaginer. C'est très important. L'objectif, c'était que ces troupes-là partent en Akilal et après que les armes se taisent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, Lamine, là, je suis pas d'accord. La diplomatie, on ne peut pas avancer. Là, je ne suis pas d'accord. Oui. Parce que je ne peux pas laisser Lamine dire ça. Okay. L'objectif, c'était quoi? C'était que l'armée malienne elle-même, c'est-à-dire que dans notre pays, on puisse changer de partenaires. Parce que les partenaires que nous avions, on a estimé à un moment donné que ce n'étaient pas des partenaires sincères. Les partenaires qu'on avait, la France et toute cette cliquaille-là, on a estimé qu'ils n'étaient pas sincères parce que c'est des gens qui, quand on avait besoin d'armes, ils ne les fournissaient pas, les armes. Ils ne nous aidaient pas. Au contraire, c'est des gens qui bloquaient les armes que nous voulions pour essayer de nous défendre. On voulait prendre la défense de notre pays nous-mêmes. On a dit notre pays, les Français sont là. L'armée européenne, elle est là, c'est vrai, ils sont tous là. Mais on veut nous aussi avoir des armes et se battre. Ils ont bloqué cela. Ils ont bloqué notre Casa C-295, un simple avion qu'on avait. Ils l'ont bloqué, ils ont tout fait pour le bloquer. Donc on a fini par comprendre que c'est des partenaires qui ne sont pas sincères. Donc, on a dit, bon, donc ces partenaires-là, il faut les dégager. Ils ne sont pas sincères. On va essayer de prendre en charge nous-mêmes notre sécurité. Nos enfants, les enfants du Mali vont se battre eux-mêmes. Et après, on a dit, bon, appelle ça une diplomatie rigoureuse. Bon, maintenant, après... Parce que vous êtes basé sur le plan sécuritaire. Je vais venir. Oui. Maintenant, on a dit, bon, maintenant, on va chercher d'autres partenaires. Les partenaires qui ont accepté de nous donner des armes, de nous vendre les armes, et qui ne créent pas de blocage. Ils nous ont donné des armes et on se bat. Et maintenant, on essaie de faire face à cette situation d'insécurité. On se bat. Mais nul ne peut dire que le sang ne va pas continuer à verser. Dire que, ah non, on a dégagé toutes ces forces-là, c'est pour que le sang ne puisse plus. On ne peut pas empêcher cela dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Donc c'est de façon progressive. Mais c'est de manière progressive. Mais il faut une réduction. Et réduction de quoi? Du fait que les sangs coulent.
Oui, mais c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le problème s'est déplacé. Certes, il s'est déplacé aujourd'hui vers Bandiagara. Je pense bien que c'était une parenthèse. Oui, mais Moussa, il faut bien qu'on débat de cela. Le problème, il s'est déplacé. Il s'est certes déplacé vers Bandiagara, vers la région de... Non, déplacé, c'est-à-dire. Le problème, il s'est déplacé. Aujourd'hui, il y a plus de terrorisme aujourd'hui dans la région de Bandiagara, de Koro. Même hier, avant-hier, il y a eu des attaques, etc. Voilà. Mais quand même, au moment où nous sommes avec la nouvelle. Même dans l'office, hein. Même dans l'office. Oui, mais bien sûr. Mais dans toute sa zone, les zones inondées. Voilà, zone inondée et exondée, la zone interfleuve, etc. Voilà, le problème, c'est s'est déplacé là-bas. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont dit, mais écoutez, comment est-ce que vous pouvez aller vous battre dans le nord, sécuriser Kidal et alentours, et puis vous vous battez à Inafara, etc. Mais en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de gérer en bas le centre? C'est ce qui ressort aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai, mais dire que d'un claquement de doigts avec les partenaires, on peut... Mais on est d'accord que... Ceux qui l'ont dit, c'est vrai, je comprends qu'il y a des gens qui au départ disaient que non, si les Russes ils viennent dans 6 mois, on va tout finir. Mais ça, ceux qui l'ont dit, c'est eux que ça engage. Ben l'avait dit à l'époque. Bon, moi j'ai pas Ben l'avait dit. Moi, j'ai pas entendu Ben. Il a dit devant moi. Moi, je n'ai pas entendu Ben. Ben l'avait dit, et 6 mois, nous allons finir la guerre. Oui. Au fait, c'est important. Voilà, parce qu'il ne faut pas essayer de justifier... a été déplacé. C'est le document de voyage, donc juste je vous accorde. Non, mais on peut. Le document de voyage, c'est le fait que le problème s'est déplacé. Avant, par exemple, Kidal, la région de Kidal, pendant les 7 ans du règne d'Ibeka, il y a eu les attaques se comptaient à bout de doigts. Non, pas du tout. J'ai dit dans la région de Kidal. Dans la région de Kidal. Pas du tout. Comment ça? On se rappelle que. Oui. On se rappelle qu'il y a des hommes politiques qui sont au Mali et qui comptabilisaient là. Ils comptabilisaient, on leur a dit... Oui, mais ils comptabilisaient, mais j'ai la région de Kidal. C'était la fièvre de ceux qui ont voulu la cession du Mali en deux. C'est quoi? La division du Mali en deux. Oui, bien sûr. C'est ça. Maintenant, à partir de Gao, Tombouctou, venir vers le centre, là, c'était chaud. Maintenant, Gao, Tombouctou, Kidal étaient occupés par le MNLA, l'entreprise terroriste Azawad et puis ses amis. Parce que les amis là, c'est des terroristes. Maintenant, à partir du centre, là, il n'y avait pas trop de problème. Mais quand je suis d'accord que... À partir du nord ou du centre? À partir du centre, avant, je dis avant. Il n'y avait pas tout ce problème là aujourd'hui qui se vit au centre. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, d'abord, le problème c'est déplacé et c'est pas seulement que ça a pris de l'ampleur. En 30 secondes, nous allons finir ce chapitre parce qu'on est sur le document, les gens aimeraient comprendre. Oui, voilà, vous m'avez fait arrêter pour venir dans la... Non, on y va, mais parce que vous avez parlé de certaines choses. Donc, j'ai rappelé que cette diplomatie nous a permis... Mais pourquoi vous n'avez pas parlé du secteur économique? Secteur économique? Oui, la diplomatie peut peser sur l'économie. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas cité ça? Vous m'avez ramené au niveau de la sécurité. Mais au niveau des mines d'or, ce qui s'est passé actuellement. Quelles mines d'or? Les mines d'or du Mali. Les 50 milliards que le Mali vient d'avoir. Mais non, pas que ça. Mais il y a les mines d'or qui ont pu être récupérées à la suite de combats de l'armée malienne. Où? L'armée malienne, ah bah oui, Intilit. C'est où Intilit? Mais la mine d'or de Intilit, Ntaaka, vous ne connaissez pas là-bas? Ça a été récupéré. C'est au compte du Mali, c'est au compte de la SOREM. Ou bien, c'est faux ce que je dis? Est-ce que c'est faux? Ces mines là portent. Mais est-ce que c'est faux? Non, les mines artisanales étaient récupérées. On va quitter cette question. Non, mais malienne s'est battue. S'il vous plaît, on va quitter cette ligne. On est vraiment désolé. On parle du document. Moussa. Voilà, en 30 secondes. Est-ce que Ntaka, on n'a pas pu récupérer? Oui, la mine, mais on l'a pas récupéré. Quel est le poids de la mine de Ntaka? Non, vous avez dit quel est le poids? Ça, c'est la seconde question. Non, attendez. Vous avez dit que c'est pas fait. Vous avez dit que c'est pas vrai. J'ai dit, on a récupéré Ntaka. Je vous donne un exemple. Ibou n'a pas la parole. Non. Ibou n'a pas la parole. Je vous ai dit, Ibou n'a pas la parole. un exemple. Ibou n'a pas la parole. Je vous donne un exemple. Ibou n'a pas la parole. Et maintenant, vous posez une autre question. Posez une autre question. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. En 30 secondes, la mine. Il y a eu la reprise de Kidal. On parlait que des mines ont été truquées par là. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces mines d'or? Par exemple, si vous parlez... C'est pas la question. Je vais juste venir. On a récupéré. C'est pas la question. On a récupéré. Et c'est la mine de Kidal. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul reportage officiel. Je vais clore. Mais Ibou, vous avez parlé. Depuis la reprise de Kidal jusqu'à aujourd'hui, qu'on me montre un seul reportage sur ces mines-là. Et qu'on me dise dans un seul reportage où on parle du poids de ces mines-là.
Mais vous allez la voir, Par exemple, vous allez la voir. à Mandé. Vous allez la voir. Si les paysans décident d'aller creuser, vous allez la voir. Non, on parle de documents de voyage, c'est bon, on sort de cette parenthèse, s'il vous plaît. Les deux interlocuteurs en face, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On parle de ce document de voyage et la carte biométrique. Oui, c'est là où je vais parler. Voilà. Donc maintenant, parce que vous avez parlé de la diplomatie, c'est ce qui nous a mené de tout ça là. Mais bah oui, c'est lui qui nous a amené là-bas. Voilà, donc maintenant, la raison pour laquelle je suis obligé de poser ces questions-là, parce que si je ne pose pas ces questions, et réellement, ça va être compliqué. Mais là, dans ces cas, restons dans le sujet. Et voilà, ce document de voyage et la carte biométrique qui va être très prochainement mis à la disposition des peuples de l'AES. Pensez-vous réellement que cela ne va pas être comme le cas de la CEDEAO que nous avons quitté, parce que certains citoyens se voyaient par moments bloqués dans certaines frontières, même dans les pays de l'AES, certaines personnes ont décrié. Pensez-vous réellement que cela va mettre fin à tous ces problèmes? Je ne suis pas trop sûr que ça va mettre fin à tous ces problèmes, parce que même entre les pays de l'AES, les habitants qui quittent un pays pour un autre pays ont des difficultés, malgré que nous sommes dans l'AES, alors que nous ne devons pas rencontrer de difficultés. Ceux qui voyagent ne devraient pas rencontrer de difficultés. Maintenant, au-delà de cela, il faut mentionner quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, si c'est la carte biométrique que nous utilisons ici, que les populations ont de la peine à avoir, et souvent même, je pense que certains disent que c'est payant maintenant 10 000 francs, alors que ce n'était pas ce qui était prévu. On avait décidé de donner ça aux gens. Gratuitement. Bon, je ne sais pas, peut-être que parce que depuis le début de la carte biométrique, pour nous aussi aujourd'hui, ça a biaisé. Par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un, Iboussi aujourd'hui, il a plus d'une quarantaine d'années, mais on va trouver sur sa carte biométrique un jeune homme de 30 ans, de 20 ans, et qu'il doit... Il y a les horaires à l'époque, il était étudiant. Bon, maintenant, quelle est la valeur juridique des cartes qui ont été faites à la va-vite? Ça, c'est la première question que moi je me pose. Maintenant, si c'est les autres doivent le reprendre, peut-être ils peuvent plus travailler là-dessus. Mais on va donner ça à quel entreprise? Mais on dit que les corrections sont en cours jusqu'à présent. Mais il faut aller voir ceux qui ont corrigé, si non, ça a été il y a d'énormes corrigé. difficultés. Il y a d'énormes difficultés. Parce que le problème, c'est quoi? Pour pouvoir donner des cartes d'identité à quelqu'un, les cartes d'identité se basent sur des documents, sur des références. Et évidemment. Voilà, il faut enregistrer la population. Il faut avoir une base de données de la population, une base actualisée pour maintenant sortir ces cartes d'identité-là. Bon, si avec l'AES, on arrive à le faire, bon, pourquoi depuis maintenant, depuis quelques mois, depuis quelques temps, il y a des Maliens qui nous regardent là, qui n'arrivent pas à avoir ces pièces-là? C'est là l'inquiétude de la mine. Ok, merci. Et moi, c'est mon inquiétude aussi. Moi j'ai peur que lorsque on va lancer la carte biométrique AES, que les Maliens n'arrivent pas à avoir leur carte d'identité. Et ça va être grave. Et là, ça va être donc, ce qui veut dire qu'on ne mange pas le rêve, mais il faudrait que les choses se concrétisent. La raison pour laquelle j'ai commencé par dire qu'on juge un mensonge au pied du mur. Ok. Dans les jours à venir, nous allons... Pour l'autre là, pour le document de voyage, le passeport. Là, je pense que c'est bien si les trois pays parviennent à négocier le même fournisseur. Un contrat avec le même fournisseur. Parce que si on a des fournisseurs qui sont différents, ça peut poser des problèmes. Donc vous pensez que nous devions avoir la même base de données? Oui, parce que c'est le même document qui va être partagé entre les différents trucs. Voilà, pas la même base de données. Oui. Mais les bases de données peuvent varier. Par exemple, au Mali, il y a eu l'enregistrement numéro G5, RH-G5 récemment. Donc ça peut être pour le Mali. Le Mali a sa base de données, le Burkina a sa base de données, le Niger a sa base de données. C'est bon, on n'a pas assez de temps. On va aller à la troisième thématique. Ibou, cette semaine, nous avons vu que le meeting de la clarification a finalement abouti au limogeage qui nous a amené à l'installation d'un Premier ministre et son gouvernement cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de l'installation d'Abdoulaye Maïga? D'aucuns même disent que c'est la continuité des Choguel la confirmation de ce que Choguel disait. Voilà, du fait qu'il n'avait pas la même mise sur les affaires réellement, que voilà, une partie de ces affaires a été amputée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup parlé sur ça durant cette semaine-là. Oui. Et j'ai vraiment décidé de prendre une certaine position par rapport à ça. Ah oui. Laquelle? Voilà. Lesquelles? Parce qu'elle est position. Exactement. Monsieur Choguel Kokala Maïga, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Mali. Il a beaucoup donné, il a fait du bon boulot. Il nous a fait rêver. C'était fantastique le jour qu'il était à New York. Il a attaqué la France, que j'aime attaquer souvent. J'ai vraiment aimé tout ça. C'est dommage, je l'ai dit, c'est dommage que aujourd'hui, que le chemin de Choguel
et des dirigeants, les dirigeants de la transition, c'est dommage que leur chemin se soit séparé. J'ai trouvé cela très dommage. Parce que c'est des gens que moi j'ai soutenus, c'est des gens que j'ai soutenus ensemble. Je les ai soutenus ensemble. C'est comme Moussa, toi et Lamine. Moi, je vous soutiens tous les deux. Vous êtes des petits frères à moi que j'aime bien. Je ne le souhaite pas. Si demain il y a un problème entre vous, je ne vais pas me mettre à faire des émissions, des vidéos, taper sur Lamine ou taper sur toi. Oui, je vois. Mais je vais me limiter à dire, ah bon, je pense que Moussa, sur ce point, n'a pas raison. Je pense que Lamine, sur ce point, n'a pas raison. Mais après, bon, je me limite à ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les entrailles, sinon ça va créer... Je ne veux pas faire ça. Tellement vous avez aimé le duo. Voilà, j'ai trop aimé le duo. Ça vous a fait aussi rêver. Ça nous a fait rêver. Et puis, ils ont osé. Ils ont osé faire quelque chose que moi, je ne pouvais pas imaginer et que des millions d'Africains ne pouvaient pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer que des gens comme ça regardent la France dans les yeux et leur disent hey, « bougez d'ici ». Parce qu'on a tous peur. Tous les pays africains ont peur de l'influence française. Parce que la réalité en Afrique, c'est ça. C'est que nos pays sont dirigés par nos dirigeants, mais nos dirigeants aussi sont dirigés par la politique française. D'où l'appellation des valets français. Voilà, bon, après, ceux qui disent valets, c'est pour se moquer d'eux. Moi, j'aime pas trop me moquer des chefs d'État ou bien les tacler, leur taper dessus comme ça. J'aime pas trop ça, même si des fois certains m'énervent. Mais je veux dire que nous savons la réalité en Afrique, c'est ça. En Afrique noire surtout, nous savons que nos États sont sous influence de la France. Et à un moment donné, nos dirigeants ont eu le courage de dire, bon, c'est fini, on veut voler de nos propres ailes. On ne veut plus que la France, elle parle en notre nom aux Nations Unies. Nous aussi, on a une bouche, on veut parler nous aussi. Bon, maintenant, si ce duo-là se casse, c'est très dommage. C'est très dommage. Je l'ai dit la dernière fois dans mes émissions en Bambara, j'ai dit que ce que le Premier ministre a eu à dire, c'est sa version qu'on a entendue. Il a dit qu'il y a plein de choses qui se sont passées. En un mot, pour être bref, on l'a court-circuité dans beaucoup de choses. Hein? Quand il l'a dit, certes, je n'ai pas entendu la version des autres, hein? Mais quand même, de la manière dont il l'a dit, je me suis dit, ah franchement, si ça s'est passé comme ça ne peut plaire à personne. Okay. On ne peut pas me dire à moi, Ibou, tu es nommé chef ici, et que moi, mes subordonnés, mon chef passe... Ça fait mal en fait, parce que... Non, je vais finir. Hein, parce que tout le monde veut s'entendre avec le chef. Tout le monde veut qu'on dise, je suis en bon terme avec le président. Tout le monde aime dire que oui, mais écoutez, moi, je m'entends bien avec le président, je m'entends bien avec le président. Ouais, donc, c'est ça, ça choquait un peu. Et je l'ai dit aussi. J'ai dit que, franchement, je n'ai pas beaucoup apprécié ça. En 15 secondes. En 15 secondes, voilà. Mais, de l'autre côté aussi, j'ai dit que si j'étais un conseiller du Premier ministre, je n'allais pas lui dire, non, monsieur le Premier ministre, allez sur la place publique. Pour faire le meeting des clarifications. Voilà, et puis parler de tout ça. Allez-y voir le président, régler ça entre vous là-bas, c'est mieux. Quel qu'en soit. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Mais je souhaite que la nouvelle équipe qui est venue, les attentes sont grandes. Ah, ok, je vais poser cette question à Lamine. Lamine, nous voyons que voilà, les attentes sont grandes. Et dans ce nouveau gouvernement, il y a 7 ministres qui ont été remerciés. Et 7 ministres ont effectué leur entrée, parmi lesquels Ikassa, qui était très proche de Choguel Kokalamaka, et notamment l'épineuse question, les coupures incessantes. Le ministre voilà, de l'énergie et de l'eau a été remplacé, ce qui n'a pas été une surprise pour l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Les attentes des Maliens sont énormément voilà, faramineuses. Bon, par rapport à Mme Bintou Kamara, déjà, je pense qu'elle ne gérait rien parce qu'elle l'a dit clairement à la télévision lors de sa sortie en 2023. Je pense que c'était le 2 octobre quand elle est sortie pour parler des la ministre de l'énergie et de l'eau. Parce que les pays de l'AS, même sur le continent, on est. Écoutez, il faut rappeler ça. Voilà, la ministre de l'énergie et de l'eau, elle a été très claire. Elle dit que bon, c'est le président qui a une commission là-bas, c'est le président qui préside la commission. Donc elle essaie. C'était une figurante, quoi. C'était une figurante. Si je m'en tiens à elle-même, ses propos. Donc maintenant, raison pour laquelle peut-être tous les problèmes qu'elle a eu à dire, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci, cela. Bon, malheureusement, les gens s'attendaient à ce que Bintou parte. Madame Bintou parte. Maintenant, la question c'est, est-ce que le fait qu'elle parte, c'est ce qui va régler le problème comme un bâton magique? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le problème de l'EDM énergétique au Mali, c'est il y a trop de... C'est une équation à plusieurs inconnus, quoi. Parce qu'il y a un problème d'argent, il y a des citernes qui disparaissent, parfois après on n'a plus de tuyaux, il y a ceci, il y a cela. Maintenant pour Ikassa, c'est très normal, parce que quand Choguel a demandé à ce que tout le monde se clarifie, beaucoup de gens se sont levés, nous-mêmes on a parlé. Bien vrai que moi j'étais conscient que le message ne m'était pas adressé. Le message était adressé à qui des droits, et à qui des droits c'était le père de la nation. Le père de la nation aujourd'hui c'est le général d'armée
J'allais dire l'autre qualificatif tout de suite. Tellement on est habitué. Colonel, quoi. Voilà, j'allais dire général d'armée, colonel. Tellement on a été habitué parce que le nom, ça sonne bien. Mais bon, peut-être sûrement après, avec la répétition, général d'armée, ça va aussi être enregistré. Bon, maintenant, la clarification, c'était destiné à lui. Parce que quand il dit qu'il y a des choses se passent, comme il vous l'a dit, j'ai été court-circuité, parce que c'est le résumé de tout ce que lui, il a à dire. J'ai été court-circuité, ça montre déjà qu'on m'a mis à un poste. Donc maintenant, tous les prérogatives que je dois assumer, maintenant je vois que des choses se passent autour de moi, alors que ces choses-là devraient relever de moi. Donc maintenant, le message était très clair, c'est pour dire que soit vous me remettez dans tous mes prérogatives, ou bien soit vous vous débarrassez de moi. Parce que je suis là. Voilà. Et finalement, c'est ce qui a été fait. Et finalement, le président est sorti, s'est clarifié, il s'est assumé. Oui. Maintenant, le fait qu'il s'est assumé, forcément, ça va impacter ICASA. Pas que ICASA, ça va impacter l'autre ministre aussi délégué. Parce que rattaché à la primature. Rattaché à la primature. Parce que c'est chargé des réformes et des questions électorales. Donc, forcément, parce que c'est des ministres de Choguel. Okay. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, voilà, je travaille plus avec Choguel. Ablaye Maïga, la classe politique, une partie de la classe politique disait ceci, que Choguel est clivant, il ne peut pas être à mesure de fédérer, il faut un premier ministre neutre. Nous voyons que Ablaye Maïga n'est pas à la tête d'un parti politique. Il est arrivé aux affaires. Les élections pointent à l'horizon. Nous avons vu que dans le budget, à l'exercice. Est-ce que les élections pointent à l'horizon? Certainement. Bon, les signes, les signes avant-coureurs. Voilà, donc disons les signes alors. Voilà, les signes avant-coureurs. Merci. Voilà, donc est-ce que réellement cette fois-ci c'est une manière de pouvoir fédérer toute la classe politique afin qu'elle parle de la même voix? Est-ce que vous pensez réellement que Ablaye Maïga sera à mesure de relever les défis qui se posent actuellement, les questions économiques aussi? S'il arrive à fédérer les partis politiques, c'est que déjà les partis politiques ont été fédérés autour du pouvoir, donc autour d'un grand gâteau. Ah bon? Mais pourquoi différents partis? Parce qu'on n'a pas la même vision. Ceux qui disent que le Premier ministre est clivant, supposez qu'il est clivant, eux-mêmes, est-ce qu'ils sont dans une union? Est-ce qu'eux-mêmes ils s'attendent? Il y a eu combien de regroupements qui ont été faits et puis défaits? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, ces 2 dernières années, est-ce qu'on peut citer un seul regroupement politique? Ou bien 2, 3, 10 partis politiques qui se sont mis ensemble et aujourd'hui qui continuent ensemble? Moi, je n'en connais pas. Maintenant, le fait qu'ils appellent à l'union aujourd'hui, c'est eux qui nous ont habitués à ce qu'ils ne peuvent pas s'unir que seulement si c'est autour du pouvoir. Par exemple, c'est au Mali que vous verrez que lorsqu'il y a les élections, il y a l'opposition et la majorité qui viennent se mettre ensemble pour conquérir le pouvoir. Donc, fédérer, on n'a pas besoin. Ablaye Maïga, moi à sa place, je n'ai pas besoin de fédérer les gens. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Des questions économiques? Il doit s'attaquer à cela? Les questions économiques, non, moi je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers les élections. Il faut vraiment qu'on aille vers les élections parce que tant qu'on reste dans ce statu quo, ça va jouer aussi sur le flux économique. Et maintenant, comme vous venez de dire, il y a des signaux. D'abord, il y a le budget. La révision. La révision des listes électorales. Il y a aussi l'EJ qui a dit qu'elle est prête, elle attend. Donc, elle attend qui? Que l'ordre vienne d'en haut, parce que la EJ aussi est rattachée à ceci. Donc maintenant, je pense que Ablaye Maïga, il est venu, c'est pour aller vers le processus électoral, aller vers l'organisation des élections. D'où aussi qu'il a double casquette. Oui, super Premier ministre. Voilà. L'administration territoriale. C'est comme à l'époque, Boubou Cissé qui était PM et puis qui gérait aussi les portefeuilles de l'État. Maintenant, moi, la seule attente que moi j'attends de lui, c'est demain, dans les jours à venir, que j'attends la date des élections. Juste en 30 secondes, nous avons pratiquement fini avec le temps, en 30 secondes. Oui, 30 secondes pour clore. Bon, oui, les attentes sont grandes. On a besoin de routes, il faut améliorer les hôpitaux. Mais où ça, c'est parti pour 5 ans. Ah non. Moi, et le monsieur, il ne doit pas faire ça. C'est pour avoir les routes et puis l'eau, la santé, l'école. Certainement poser les jalons. Non, on ne veut pas d'élection. On veut pas d'élection. On continue comme ça. On continue comme ça. Donc, voilà. Il faut tout faire pour que ça aille mieux chez les Maliens. Essayons de trouver une solution à cette crise énergétique. C'est le nouveau gouvernement. Voilà, il faut qu'ils se battent, Okay. Mais pas d'élection, Ok, Lamine, en 15 secondes. Bon, en 15 secondes, moi, comme je l'ai dit, moi, je m'attends juste seulement qu'on ait aux élections. Ok, merci pour bien. Pour le bonheur économique, même pour la crise énergétique,
Parce que peut-être que si on part aux élections, sûrement qu'on peut avoir plus que 60 millions de la part de la FMI qui nous a été refusé la dernière fois. On dit de ne pas se focaliser sur ça. Il y a certaines personnes qui ouais, mais cela. Le problème, c'est que ceux qui ont accepté de donner à l'État aujourd'hui, ils sont en train de crier parce qu'il n'y a que 5% de l'argent qui ont été payés. Maintenant, le reste là. Ok, merci. Ceci met fin à cette émission qui a été un véritable chaudron. Vous l'avez constaté et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain pour une nouvelle émission avec des nouvelles idées ici. Voilà donc derrière la caméra, Benito Coulibaly. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.